Déjà, les arts de la rue, c'est 1,1% du budget national des arts vivants. Après, on a le revers de la médaille de nos métiers. On a comme utopie d'être un art populaire, et comme tous les arts populaires, on est traité comme tel. Faire des arts de la rue, c'est aussi travailler avec le politique. Pour réfléchir comment aussi transformer l'espace public pour qu'il devienne plus social et en même temps accueillant des spectacles. C'est sûr que ça a un impact peut-être beaucoup plus fort et il y a moins ce rituel avec les 4 murs, avec les chaises de cinéma, on éteint la lumière et tout. Là, on est dans le quotidien, on intervient dans le quotidien. Donc, pour cela, on est un peu plus libre et peut-être on a un impact un peu plus fort. Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Tout au long de ces 2 dernières années, nous avons longuement parlé de la fermeture des lieux artistiques sur ce plateau même. Nous avons notamment évoqué la difficulté pour les cinémas, pour les théâtres, pour les musiques actuelles. Je vous renvoie à des tables rondes, autres émissions déjà parues. Nous avons parlé de cette difficulté de réguler l'embouteillage des œuvres, de retrouver le public, voire d'envisager sereinement l'avenir. Mais alors, que dire des arts de la rue, dont les scènes sont les villes et les villages, les champs et les ruelles, les places et les plages? Monde à part dans le champ artistique, les arts de rue se déclinent au pluriel. Ils ne sont pas réductibles à un art singulier, ni à un genre, ni même à une discipline comme le théâtre, le cirque ou la danse. Leur identité commune est de se situer dans l'espace public en créant un espace de rencontre entre, d'une part, l'acte artistique et, d'autre part, la population, au cœur même des lieux du quotidien. Il faudrait presque parler des arts de la rue, de l'espace public et de la rencontre. Or, cette rencontre, qui est remise en question depuis plusieurs années par 2 éléments. D'une part, depuis les attentats de 2015, la France vit sous un régime d'état d'urgence sécuritaire quasi permanent. D'autre part, évidemment, il y a eu la pandémie et les annulations à répétition. Il suffit simplement de penser à Aurillac l'an dernier qui a été annulé brutalement. C'est pour parler de ces enjeux artistiques, politiques, sécuritaires, économiques, sanitaires, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Judith Pavard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la compagnie Koshka Luna, créée en 2012, basée à Montreuil, et par ailleurs coprésidente de la FNAR, la Fédération nationale des arts de la rue, qui fête cette année ses 25 ans. Pierre Berthelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de la compagnie Générique Vapeur, une compagnie de théâtre de rue créée en 1984, presque 40 ans, une institution et qui est basée à Marseille. Et enfin, Alexandre Ribérol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique de la compagnie La Constellation, née en 2002, donc 20 ans cette année, et directeur de la Lisière, qui est un lieu de résidence de création artistique situé dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne. Alors, dans ma présentation, j'ai mentionné les 2 grandes difficultés que les arts de la rue ont eu à affronter ces dernières années. On va commencer par la plus ancienne, qui est 2015, les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, qui amènent un état de sécurité maximal. On a été en niveau 3 pendant des années, qui était l'urgence attentat. On est passé en niveau 2 en mars de l'année dernière, 2021. On est passé en risque attentat. Est-ce que déjà, comment s'est passé comment vous avez géré cet espace sécuritaire, vous qui êtes dans l'espace public? Et est-ce que cette modification l'an dernier a apporté quelque chose au point de vue des arts de la rue, faciliter les choses? Disons que cette période a été assez compliquée dans le sens où tout ce qui était déambulation a été supprimé, quasiment. Donc on a essayé de rebondir. Par exemple, Générique, 40 ans effectivement de déambulation dans la rue, on a été obligé de se dire on va créer un spectacle sur une place pour essayer de limiter effectivement les entrées, les sorties, surtout que le public soit fouillé et comme dans un aéroport. Donc ça a été non seulement totalement injuste pour notre public et en plus un coût énorme par rapport au festival ou aux gens qui nous accueillaient. Parce qu'il faut imaginer que
que les nouvelles mesures ont doublé ou triplé le coût d'un spectacle. Il faut savoir que nous, on travaille dans l'espace public, on travaille dehors. Donc, j'ai tendance à dire que les intempéries, on connaît, qu'elles soient sociales ou climatiques, donc on s'adapte. Les arts de la rue, on a déjà une date. Et d'ailleurs, c'était un anniversaire, c'était en 1992, mai 92, le syndrome Furiani, c'est-à-dire un gradin qui s'écroule. Ouais, à Bastia. Exactement. Pendant un match de foot. Pendant un match de foot, il y a des morts, etc. Donc ça y est. Tout ce qui est sécurité dans l'espace public. Ça a affecté les arts de la rue. Ah, ça a été terrible. Nous, on dit toujours, c'est le syndrome Furiani. C'est-à-dire qu'on s'est mis à suspecter tous les gradins qui se sont... Tous les gradins, tous nos engins, tout l'arsenal que l'on met dans la rue. On est responsable. C'est évident que si on met un totem de 20 mètres de haut, on sait que c'est passé par des ingénieurs, etc. Mais là, ça y est, on commence à avoir une sécurité terrible. L'histoire des attentats, c'est qu'il y a eu des attentats, et puis il y a aussi de liberté. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, c'est quand même notre génération, c'est quand même... c'est-à-dire qu'on est en deuil de quelque chose, et aussi d'une libre pensée. C'est-à-dire que tout d'un coup, non seulement c'est un journal qui est éradiqué, mais c'est une pensée qui est mise à mal. Mais vous avez senti un basculement. Il y a la jurisprudence Furiani, mais est-ce que vous avez senti quand même un gros basculement en 2015 ? Oui, en 2015, oui, moi j'étais pas... Furiani, j'étais pas concernée, moi j'étais encore à l'école, mais... Mais oui, moi j'ai senti bien sûr en 2015 qu'il y a eu un basculement, évidemment. Et le plus gros basculement, c'était là récemment, on va dire. C'est la première fois que l'on voit des arts de la rue grillagés, avec des grilles partout, un contrôle pour accéder à des spectacles de rue qui normalement sont justement... Au départ, la légende initiale, c'était ça. C'était un spectacle pour tous, accessible pour tous, gratuit. Et là, ça devenait élitiste parce qu'il fallait avoir un pass sanitaire, donc un passe droit. On repartait encore sur un tri sélectif du spectateur. Déjà qu'on a du mal à faire venir le spectateur au théâtre. Dans la rue, c'était encore le dernier bastion où il y avait ce mélange de population. Voilà. Et on a vu arriver Chalon, mais c'était terrible. C'était d'une tristesse. Toutes ces grilles, on a vu des photos de gens accrochés aux grilles, là, on se serait cru dans des zones de guerre, c'était terrible. Et donc ça a affecté la part créative. Vous avez dû adapter des créations, ça j'ai entendu, mais au point de vue de l'organisation de festivals ou de manifestations de manière générale. Donc il y a la question des grilles, il y a la question des contrôles. On a parlé des coûts. Les coûts étaient pris en charge par qui, en fait ? C'est ça que j'ai pas saisi. Là, c'est l'organisateur. C'est-à-dire que c'est à la charge de l'organisateur, puisque c'est lui qui, entre guillemets, crée toutes les conditions de la rencontre. Donc, ça, pour le coup, c'est lui qui a dû porter ça, enfin les organisateurs, mais avec, en plus, dans ce que disait Pierre, ce que ça induit. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de bon sens, qui était extrêmement bien gérée, à une logique de sécurité. Alors après, évidemment, à partir de 2015, on est rentré dans une paranoïa, c'est-à-dire qu'on est rentré dans nous-mêmes l'application de la peur, et donc la possibilité qu'il se passe un événement extraordinaire. C'est bien de le prévenir. Il y a des choses. Il y a une chose très bien, par exemple, c'est la mise en place des voitures béliers. Alors voilà, ça c'est quand maintenant on ferme une rue, on met des voitures qui empêchent. Ça, on le faisait pas avant. Ce qui était peut-être certainement le plus gros risque, c'est d'avoir un alcoolique qui traverse. Et du reste, ça s'est vérifié il y a 3 ans sur les Champs-Élysées avec cette dame qui a pris panique et qui est rentrée dans la foule avec sa voiture. Donc ça, c'est certainement la seule vraie bonne mesure en fait que nous on s'est mis à appliquer. À côté de ça, on a aussi une profession qui s'est extrêmement professionnalisée. La part technique est devenue une part extrêmement importante de nos métiers, et même financièrement. Et du coup, le rapport qu'on a eu pendant toute cette période d'attentat, qui était en général sur la majorité de la France, hormis Paris, mais on a, nous, un interlocuteur, c'est Monsieur le maire,
qui est l'ordre public, qui représente l'ordre public, et pendant cette période-là, c'était le préfet. Et donc, c'était le préfet qui avait la main sur la gestion de l'ordre public dans une ville. Et donc, ça a changé profondément les choses, parce que là, on se retrouve dans un niveau administratif qui n'est plus en discussion ou en négociation directe, humaine, moi je dis du bon sens, mais là, on est dans une application de la règle, et il n'y a pas de négociation avec cette application-là. Et un déport. C'est-à-dire que on doit faire ça, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est après à la charge du directeur technique ou du directeur du festival d'endosser la responsabilité s'il se passait quelque chose. Oui, et puis chaque préfet ne se ressemble pas, donc il va y avoir des exactions, et comme on l'a vu avec un match de foot il y a quelques mois à Paris, on a Entre le Real et Liverpool. on a le même problème, c'est-à-dire que nous on s'est fait gazer à Aurillac parce que les flics ont chargé. Ils ont chargé sur quoi ? Sur des familles, il y avait des mômes qui étaient installés, etc. Ça, c'était quand, ça ? C'était il y a 3 ans à Aurillac, ou 4 ans même. Et donc donc on a été obligé d'annuler. Moi, j'avais pas envie que mon spectacle soit détruit et tout par des paniques et tout. Donc je me suis protégé des lacrymos, mais comme je me protégeais des lacrymos pour sauver mon matériel, les flics pensaient que j'étais un black bloc. Et donc voilà. Et c'est toujours pareil. On a vécu ça aussi avec les gilets jaunes, et tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une folie sur la répression qui est quand même un peu inquiétante. Voilà, c'est ça vraiment. C'est là où je m'interrogeais, c'est-à-dire par rapport au théâtre ou aux scènes de musique actuelles. Je parle pas des festivals, hein, mais vraiment des lieux fermés. C'est très ce qui se passe à l'intérieur est cadré. Là, dans la rue, on est quand même dans un espace où c'est presque sans limite, en fait. Oui, mais alors, moi, c'est toujours le parallèle que je fais entre un marché qui va aussi inviter, convoquer un nombre de gens impressionnant. Ils n'ont pas une réglementation aussi forte, et pourtant, ce sont des lieux qui sont plus à risque qu'un festival de théâtre, d'art de la rue. Je trouve qu'il y a vraiment une gestion, en fait. Et comment vous expliquez justement cette fracture entre le fait que les marchés ne sont pas contrôlés et que les festivals d'art de rue sont contrôlés ? Il y a une narration, c'est-à-dire que l'État raconte aussi à son peuple comment il gère une situation. Donc quand il nous oblige à raconter le fait qu'on met des barrières, ça raconte le fait qu'il y a une prévention du risque, et donc il s'appuie là-dessus. Et donc c'est dans cet espace-là que la lecture va se faire, et donc que les gouvernements, les institutions peuvent raconter qu'ils font attention à... Ce qui est de plus en plus le cas, c'est-à-dire que la narration aujourd'hui, elle se passe à cet endroit-là. Mais ça veut dire qu'ils vous ciblent comme un danger potentiel ? Non, il raconte l'histoire. C'est-à-dire que nous, on travaille dans le livre, donc on est dans l'espace public, et c'est le livre où les choses se racontent. Donc, je sais pas. C'est comme la violence qui s'est passée pendant les Gilets jaunes. C'est aussi une narration. C'est aussi une forme de comment dirais-je, d'explication vis-à-vis du peuple de l'action de l'État, et donc de sa possibilité d'agir. Donc nous, on est dans cette ligne-là. Voilà, la narration a été un peu meurtrière quand même avec les Gilets jaunes. Jamais, moi j'aurais pu imaginer qu'en France, on puisse utiliser des armes réelles contre le peuple sur une manifestation. Le droit de manifester est remis en cause. C'est très très inquiétant. Et si on arrive pour faire le lien, mais toujours dans cette espèce de surcontrôle, il y a la crise sanitaire évidemment. Quel impact ça a eu ? Déjà l'annulation. Premier impact. Déjà, il y a un phénomène qui est, on va dire, national. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus comédien, on n'est plus, etc. On est père de famille, on est amis, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. C'est rien que le fait de rester chez soi, de couvre-feu, tout ça, c'est des choses qu'on a entendu parler ou qu'on a raconté dans nos histoires, mais on ne pouvait pas. J'ai mis en avant. Ma première réaction, c'est de mettre en avant cette histoire-là. Après, notre métier, etc., redevient, on va dire, pas anecdotique, mais second plan. Mais c'est parce qu'on fait ce métier aussi, toujours pareil, comme on est habitué à s'en prendre plein la gueule, parce que les arts de la rue, on peut pas dire qu'on soit très très aidé quand même, mille de rien.
Ça, on va en parler, justement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude. Donc, nous, en tout cas à Marseille, on a profité des 2 mois pour faire des colis alimentaires, des colis, on va dire, culturels, etc., parce qu'on est quand même dans une zone un petit peu précarisée. Et ensuite, on a créé le 360, c'est-à-dire qu'on a créé un spectacle avec tous les gens de la Cité des Arts de la Rue, plus on était une 120, et tous les 20 minutes, on accueillait une vingtaine de personnes. Et donc, on a fait ça pendant une semaine, donc ça a remonté le moral des troupes, etc., etc. Et en plus, le jour de la dernière, il y a eu des élections à Marseille qui ont changé de bord, c'était le jour de la pleine lune. Donc, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui redémarre. Voilà. Et je pense que les arts de la rue permettent ce genre de choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est fédérer, on sait se retrouver, on sait pique-niquer culturellement, quoi. Nous, on a eu une période à Montreuil avec ma compagnie. Là, je parle de ma compagnie à Montreuil, Koshkaluna. On n'a jamais autant travaillé que pendant la crise du Covid. Nous aussi, on avait un partenariat avec Action contre la faim, puisque on travaille particulièrement dans les bidonvilles et dans les quartiers en politique de la ville. Donc, on livrait des colis alimentaires, mais on le faisait avec des tours de magie, avec des tours de chant, etc. La peur, elle était palpable partout. Moi, je suis sortie tous les jours pendant le confinement. Et une fois qu'il a été... Avec autorisation, j'espère. Avec autorisation. Avec auto-autorisation. Le maire de Montreuil, avec ça, il a été assez cool. Mais je pense surtout qu'on a contenu aussi des cités entières. Nous, la compagnie, on avait des ateliers avec 45 enfants. On était 2 à maintenir des ateliers de cirque. C'était juste hallucinant. Tout était fermé et donc on a donné des concerts nous, on a des musiciens classiques, donc tout ce qu'on offrait, en fait, on n'avait jamais eu autant de monde à nos activités, et on a contenu pendant tout ce temps des populations qui étaient empêchées de tout, de cinéma, de théâtre. Et en fait, on a mélangé des gens qui n'avaient jamais été au théâtre à des gens qui étaient habitués et qui ne pouvaient plus sortir. Et je pense, nous, on a été un peu aidés financièrement pour pallier en fait à ce manque. Mais quand je repense, maintenant de ma position, je regarde en arrière et je me dis, mais on nous a mis au premier rang. Tout d'un coup, les arts de la rue, on était devenus indispensables dans ces quartiers pour contenir ces quartiers. Et il y a un truc qu'on a loupé, en fait. Il y a un truc qu'on a loupé, ça aurait dû être le temps fort des arts de la rue, le renouveau des temps forts des arts de la rue. Parce que c'était que dans la rue que c'était possible. Et nous, on avait les capacités, la connaissance. Mais ouais, les connaissances, en fait, pour pouvoir organiser des choses dans la rue et que ça soit bien sécurisé, que ça soit bien fait. Et on n'a pas trop fait appel aux arts de la rue. Le premier été culturel, c'est pas des compagnies à Paris en tout cas, ce ne sont pas des compagnies de théâtre de rue, des arts de la rue qui ont été choisies par la DRAC, et c'est dommage. On a loupé, il y a un truc qui a été loupé, si l'année d'après bien sûr, mais parce qu'on leur a fait remonter l'information. Mais combien de compagnies d'arts de la rue ont été sélectionnées sur le premier été culturel? Pas beaucoup. Oui, je serais moins parce que je trouve que l'institution, dans cette gestion globale, a été quand même assez exemplaire. C'est la question que j'allais vous poser. Je trouve qu'elle a été assez exemplaire. L'État s'est positionné assez rapidement aux côtés des salariés, ce qui était le plus important. Après, on pourra toujours leur reprocher ceci, mais l'action a été faite. En Île-de-France, nous, dans le département de l'Essonne, le département a été extrêmement offensif avec le secteur global de la culture, et la région aussi a été. Tout le monde a modifié sa façon de faire. Tout le monde a accepté l'idée que ce qui était prévu dans les projets, on puisse faire complètement autrement. Donc, et après, sur le premier confinement, parce qu'en fait, il y a quand même 2 ans de cette histoire. Donc, il y a eu 2 effets. Il y a eu 2 grands confinements. Le premier qui nous a tous pris de court, qui effectivement. Ça, pour le coup, toutes les professions. Toutes les professions. Le premier confinement, c'est pas le secteur culturel, c'est vraiment tout le monde là. Et donc, il y a effectivement les structures qui étaient prêtes à se réinventer. Ce qui s'est passé là, comme tu le dis, c'est-à-dire que celles qui se sont complètement renouvelées immédiatement, qui ont saisi l'importance du moment et de se dire de quelle action citoyenne on pouvait mettre en place.
celles-ci ont eu énormément de travail. Moi, je sais que la constellation que je co-dirige avec Hélène... La constellation, c'est le nom de la compagnie. La constellation que je co-dirige avec Hélène, et qui est vraiment sur le volet lecture. Alors là, pour le coup, ça a été un boulot monumental. C'est-à-dire que la mise en place des lectures dans les appartements, avec des visios qui se partageaient, etc. Et cette dynamique, elle a été énorme. Ça a épuisé les équipes. Et parallèlement, sur le volet lisière, qui est le lieu de création, là, pour le coup, ça a été de se dire, il faut qu'on agisse dès l'ouverture des restrictions. Il faut qu'on puisse tout de suite agir. Et là, on a mis en place, on a créé une troupe exprès. Hélène a contacté un auteur. Ils ont monté une troupe de 6 personnes qui a fait 60 sorties en 15 jours. Dès le premier jour de la sortie, avec le flou, parce qu'on savait pas si on avait le droit de se réunir, pas se réunir. Donc c'était des interventions de 10 minutes, un quart d'heure, qui allaient jouer partout sur le territoire. C'était extrêmement émouvant, les gens pleuraient. Alors après, à savoir comment l'institution nous a récupérés, je pense que la première année, oui, l'été culturel, moi de ce que j'en ai vu, il y a eu des compagnies qui se sont pris en main et qui ont fait ce qu'il y avait à faire, et du reste on a eu des aides qu'on n'attendait pas. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait le choix d'agir sans se poser la question des moyens, et qui en même temps ont été récompensés, parce que là pour le coup on a été vite fléchés, tous ceux qui ont agi, de mémoire, j'ai entendu la même histoire, c'est quand même que ces compagnies ont reçu des moyens pour travailler. Après, effectivement, le deuxième confinement, c'était un peu différent parce qu'on était préparés. Donc, comme on est quand même des gens qui se débrouillons pas mal, on a quand même été dans les endroits où on pouvait faire un peu de subversion. Nous, on a fait beaucoup de street art pendant la période du deuxième confinement parce que c'était du bâtiment. Donc là, on faisait des ravalements de façade. Donc, on était pile poil dans le truc. Mais c'est vrai que sur le retour, entre guillemets, qu'on a sur notre profession, de nouveau, on sent bien que se réinstallent les vieilles habitudes et que, en fait, les secteurs déjà aidés vont être encore plus aidés parce qu'ils sont plus en souffrance, et que les secteurs qui se sont bien détachés comme les nôtres pendant ce confinement, mais parce que je pense qu'on est au contact du citoyen. Je pense que c'est ce qui nous lie profondément à la rue, c'est ce contact-là. Et de votre expérience, donc l'accompagnement a été de la part du gouvernement, des DRAC, des collectivités territoriales, peu importe, a été au rendez-vous. Alors moi, si je peux me permettre, je suis désolée Alexandre, je ne vais pas avoir du tout mais bon, moi j'ai la voix de la Fédé, donc on va avoir un regard un peu différent. Les compagnies qui étaient fléchées dès le départ, bien sûr, ont été aidées, surtout si elles ont su se réinventer. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais combien de compagnies ont coulé, combien de petites structures qui n'étaient pas identifiées? Vous avez des données là-dessus, justement, parce que moi je m'aperçois en multipliant les plateaux et les interviews sur différents secteurs artistiques, en fait, il y a peu d'angles morts pour l'instant de la part des aides publiques pendant le temps de la pandémie. Après, on peut discuter plus largement, mais là, si on reste sur le secteur, sur la période de la pandémie, on s'aperçoit que l'État a été au rendez-vous. L'État et autres, mais les pouvoirs publics ont été au rendez-vous. Les pouvoirs publics ont été au rendez-vous, oui, surtout l'année blanche qui a beaucoup aidé un certain nombre d'artistes, mais certains n'ont pas pu... L'année blanche, c'est pour les intermittents. Pour les intermittents. Certains artistes, à la suite, à la levée de cette proposition, n'ont pas pu renouveler leur statut et ont changé de métier. Moi, j'en connais un paquet, qui sont devenus ostréiculteurs, qui ont trouvé d'autres jobs, quoi, parce que pourquoi pas. C'est beau l'ostréiculture. Pourquoi pas, mais bon, faut pas oublier que après il y a les compagnies qui sont visibles, qui sont lisibles, qui sont fléchées, et puis il y a toutes celles qui tout d'un coup il y a un engorgement, on le sait, il y a un embouteillage et vont rester. Donc vous avez constaté à la FNAR, à la Fédération nationale des arts de la rue, qu'il y avait quand même un certain nombre d'angles morts liés à des compagnies peut-être moins visibles, peut-être émergentes aussi. Mais vous avez une étude là-dessus qui a été faite? On est en train de faire une étude. Chaque année, on fait une étude avec les chiffres, et je pense qu'elle va sortir. Bon, on met toujours du temps. Ce sont des longues études où on récolte. On est sur celle de 2020 qui vient d'être mise sur papier, donc il va falloir attendre un peu. Mais oui, on a déjà des remontées. C'est vrai que d'un côté, quelque part, on est reconnaissant des mesures qui ont été prises, mais si jamais je parle de chiffres, moi j'en ai quelques-uns devant les yeux, ils vont pas faire plaisir. La culture, en tout cas les arts de la rue, ont été aidés pendant cette pandémie beaucoup moins que toutes les autres
À quelle proportion? Oh là, ça va être terrible. Déjà, les arts de la rue, c'est 1,1% du budget national des arts vivants. Donc, voilà, 1,1%. Ouais. Alors, moi, pourtant, je suis très critique d'habitude, mais là, je trouvais quand même que les institutions étaient au rendez-vous et j'avais pas l'impression d'être stigmatisé hors de la rue par rapport à d'autres secteurs des spectacles vivants. C'est mon avis. On n'a pas parlé de 2003. Ah oui, la fameuse crise. Ouais, parce que le 2003, ça a été un choc terrible pour nous. Parce que la crise de 2003 s'est passée pendant l'été. Et donc, on a été totalement. Peut-être revenir sur ce qui s'est passé en 2003, puisque vous abordez le sujet. Donc, parce que ça a provoqué les manifestations que l'on sait, l'annulation du Festival d'Avignon, ce qui est un. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise intermittente, et cette crise s'est déclarée au début d'été. C'est-à-dire qu'il y a eu une remise en cause du système de l'intermittence très forte. Absolument. Sur les annexes 8 et 10. Exactement, les annexes 8 et 10. Et donc, ça s'est passé que pendant l'été. Donc les festivals, et nous, tout notre secteur a été impacté là-dedans. Et au mois d'octobre, tout le monde a repris son boulot, et les arts de la rue, on s'est retrouvés complètement le bec dans l'eau, c'est-à-dire que personne est venu nous aider, mais rien. Même pas une main tendue, même pas une scène nationale qui vient faire des représentations extraordinaires, ou nous faire une horreur. Et donc, c'est là où on est balèze, quand même. Parce qu'en 2004, on a redémarré, on a reconstruit, on a fait des choses pour Médecins du Monde, ensemble, etc. Et on a fait, ça nous a donné une patate, une rage de bâtir et de créer. Ça a été extraordinaire, parce qu'on n'a eu plus rien. Ouais, pas comparer, parce que là, il y avait la pandémie aussi qui a mis un coup. Si jamais tu as une pandémie plus des difficultés financières, il y a eu des compagnies qui ont été aidées, c'est indéniable. Il y a eu des structures qui ont été maintenues à flot, c'est sûr. Mais pour les petites, qui ont pris de plein fouet la pandémie, la crise sanitaire et financière, pour elles, pardon, je pense qu'il y a un regard qui est différent suivant l'endroit où on se pose, quoi. Et si on déplace le problème de la question donc des aides publiques à la question de la symbolique. Et moi, j'ai été frappé. Donc l'année dernière, au moment où l'annonce de l'annulation d'Aurillac, en tout cas dans sa forme prévue, c'était en juillet. Moi, je me souviens, j'étais au Festival d'Avignon. Je suis contacté par plusieurs membres des Arts de la rue pour dire: est-ce que vous pouvez faire une enquête sur ce qui se passe? Et dans le cadre de cette enquête, j'ai été frappé. Notamment, je vous avais interviewé, vous, Pierre Berthelot, ainsi que d'autres. J'ai été frappé par un discours commun qui était de dire les arts de la rue sont stigmatisés. Le mot stigmatisé, c'est d'ailleurs, je crois que c'était vous qui l'aviez employé, et Jean-Marie Songy, que j'avais aussi interviewé, l'ancien directeur du Festival d'Aurillac, parlait de discrimination rampante. Nadège Prugnard parlait de discrimination contre un type de population, parce que les arts de la rue ont un public qui n'existe pas dans les salles de spectacle. Hein. Elle aimait bien parler comme symbole des punks à chiens, que les mairies, les préfets n'aiment pas trop, parce qu'il paraît que ça met le bazar. Donc il y a du point de vue symbolique, j'ai l'impression qu'il y a quand même, de votre point de vue à vous, alors peut-être que ça symbolise pas toute la profession, c'est à vous de me dire, il y a quand même l'idée que les arts de la rue ne sont pas considérés au même titre que les autres secteurs artistiques. Outre la question financière. Oui. Moi, je pense que ça évolue. Je vais être cool, moi, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, je vais être cool. Je trouve qu'au contraire... Chacun joue son rôle, chacun son tour. Voilà. Moi, sur ce coup-là, je vais dire que ça se transforme, et je pense qu'il y a un regard qui se transforme, oui. Je pense qu'il y a la profession se professionnalise, justement, et elle est de plus en plus prise en compte. Mais ça, c'est de mon point de vue. Sans s'embourgeoiser ? Je veux dire, sans faire... évidemment, ça s'embourgeoise un peu, mais ça n'empêchera jamais... artistique ? Ça n'empêchera jamais, les compagnies qui travaillent dans les quartiers. Il y a quand même des festivals ruraux. Ça n'empêchera pas. Mais il y a quand même, je trouve, une montée... Surtout, on a cette chance d'être assez soudés.
C'est-à-dire que... Vous parlez de la profession. La profession, on est assez soudés, c'est-à-dire qu'on est quand même tout un tas de gens qui s'aiment bien, qui s'appellent, qui bâtissent ensemble, etc., avec ce que ça comporte. Et c'est vrai que, comme c'était la deuxième... Il faut, pour les gens qui ne connaissent pas Aurillac, c'est un petit peu notre Avignon à nous, c'est-à-dire qu'il y a comme ça 3-4 festivals en France qui sont dont Aurillac, et tout d'un coup, ce qui nous a choqué, c'est qu'il y a eu une décision unilatérale de la part du directeur et de la ville d'annuler ce festival sans qu'on soit interrogé. Donc ça nous a un petit peu énervé, on s'est dit. Donc quand vous parlez de discrimination rampante, de stigmatisation, c'est que contextuel ou c'était quand même un propos plus large? Je pense que c'est un peu plus large. Enfin, en même temps, je voudrais pas non plus que ça va faire les vieux cons et qu'on passe pour l'ancienne direction ou les anciens. C'est libre quand même aux gens d'aujourd'hui de pouvoir gérer leur propre festival. Nous, en tout cas, on n'a pas été d'accord. Et donc, on a organisé un petit festival à Saint-Amand-de-Coly. On était pas mal là, et on a fait l'appel de Saint-Amand. Et cet appel de Saint-Amand a donné libre cours à la profession de dire, on y sera à Aurillac, parce que pour dire aussi à notre public, pour dire aussi aux gens qui croient en nous, qu'on croit en eux, et donc même si le festival n'est pas là. La profession sera là pour dire notre attachement et surtout de se retrouver parce que si on se retrouve pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui meurt, c'est-à-dire voilà, c'est comme une plante verte pas arrosée, quoi. Oui, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis plus inquiet. J'avoue que je suis plus inquiet. Après, on a le revers de la médaille de nos métiers. On a comme utopie d'être un art populaire. Et comme tous les arts populaires, on est traité comme tel. Le rock a été maltraité, le rap est toujours maltraité, même si c'est 7 téléchargements sur 10 à l'échelle mondiale, écouté de 7 à 77 ans. Moi, ma mère, elle a 82 ans, elle écoute Maître Gims. Après, j'ai pas de jugement à avoir par rapport à Maître Gims, mais cette pratique-là, aujourd'hui, le rap, il est toujours pas aidé par l'institution. Et c'est quand même une pratique. Le street art ou les arts urbains en général ne pénètrent pas l'institution. Et nous, on est dans la même situation. C'est-à-dire que dès qu'on est dans ce rapport populaire, effectivement, l'institution ne nous fait pas pénétrer parce que on appartiendra certainement au patrimoine dans quelques années, mais tant qu'aujourd'hui il est vivant, actif, la relation au signe artistique, la reconnaissance de cette chose extrêmement compliquée que de faire une musique reprenable par tous et de faire des spectacles compréhensibles par tous, visibles par tous et qui fédèrent parce qu'on est dans une écriture qui est souvent binaire, parce qu'elle est populaire. Bon, à ce moment-là, les érudits, les sachants qui dirigent les lieux institutionnels et qui ont gravi tous les échelons pour diriger ces lieux, qui ont gravi tous les échelons pour se retrouver à gérer l'économie de la culture, pour eux, c'est douloureux. Voilà, et donc ça, c'est compliqué. Et moi, je suis beaucoup plus inquiet parce que aujourd'hui, le rapport à l'espace public se tend beaucoup plus que notre profession qui s'est de plus en plus organisée a aussi tendance à participer dans une relation comment on pourrait dire, d'agrément de la ville et donc de limiter de plus en plus la possibilité de voir des spectacles dans lesquels les discussions sont plus difficiles, parce que plus difficilement assumables aussi. Il y a quelques années, c'était plus facile de s'engueuler, entre guillemets, tous, les spectateurs, les acteurs, tous ensemble. Aujourd'hui, ça clive. Et donc les programmateurs sont aussi très inquiets de la relation qu'ils ont avec des élus qui vont être plus frileux. Ils vont être très inquiets de la relation avec un public qui va balancer sur Facebook, c'était nul, c'était comme ci, c'était comme ça. Et des artistes qui, à un moment donné, aussi vont agir sans conscience. Donc tout ça, ce triptyque, quand on est dans l'espace public, va avoir tendance à de plus en plus avoir des standards de spectacle
avec des standards économiques, des standards techniques, des standards de regard population pour un tas de raisons, autant pour les compagnies qui ont besoin de tourner que pour l'organisateur d'être présent sur le territoire. Donc c'est ça, c'est là où on manque profondément de moyens de pouvoir agir aussi dans des directions artistiques totalement libres. Oui. Ça fait écho à l'Observatoire des libertés de création qui lutte en fait contre toutes ces interdictions. Il y a des artistes aussi qui se voient... Qu'est-ce que c'est ce laboratoire ? C'est l'Observatoire. C'est Agnès Tricoire, c'est un groupe de juristes, d'avocats qui luttent contre les interdictions contre des créateurs dans l'espace public. Il y a eu au théâtre... récemment, Bertrand Cantat, qui avait été interdit, enfin, en tout cas, le public avait tenté d'interdire, en fait, sa musique dans un spectacle de Wajdi Mouawad. Il y a eu une chanteuse, il y a de plus en plus de... C'est vrai que le public a un impact grâce aux réseaux sociaux, l'opinion populaire publique permet, en tout cas, qu'il y ait des censures qui naissent un peu partout. Et ça, c'est vrai que c'est inquiétant. Mais la censure de Bertrand Cantat est très particulière. Oui. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là parce qu'il est assez énorme. Mais la censure que vous dénonciez, Alexandre Ribérol, c'était plus lié à l'appréhension de l'espace public, c'est ça ? Oui, mais ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que ça, c'est le grand exemple où il y a un déplacement de foule avec des fémènes, etc. Et moi, je suis féministe et en même temps, interdire la musique de Bertrand Cantat, là-dessus, je ne vais pas engager le débat. C'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Pourtant, j'étais fan quand j'étais jeune et j'étais à ses concerts. Mais voilà, interdire que quelqu'un travaille, il a fait sa peine. Là, tout d'un coup, il y a une incohérence. Je dis non, stop. Et ça participe parce que c'est le grand exemple. Et après, il va y avoir justement cette crainte. C'est vrai qu'on est dans une situation de crainte sanitaire, de crainte d'opinion publique, de crainte de censure. Mais bon, on est aussi à l'aube d'une grande révolution, peut-être. Et moi, je crois qu'il y a aussi des préoccupations qui sont différentes. C'est-à-dire que peut-être la génération dont je fais partie, on se battait pour apprivoiser un espace public. C'est-à-dire que on dirait que notre création était en second plan. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller dans l'espace public pour provoquer du désordre. Oui, parce qu'il y a 40 ans, parce que c'est votre non, mais de 40 ans, Générique Vapeur, 38 ans, très précisément. Non, parce que c'est 83. Il y a 40 ans, on était à la conquête de l'espace public. Oui. Aujourd'hui, on est dans la reconnaissance. Voilà, ce qui se fait dans l'espace public, c'est quand même pas les mêmes... Et je vois bien que les jeunes gens qui travaillent dans l'espace public sont sur des préoccupations autres de créer du désordre ou d'appréhender l'espace public. Eux, ils ont envie de faire œuvre. Nous, on faisait des actes de bravoure qui faisaient œuvre. Et donc, c'est pas du tout pareil. Et on le voit parce que tout à l'heure, tu disais que il y a une professionnalisation du métier. Il y a aussi une école qui s'appelle la FEAR. Et on voit bien la préoccupation du directeur de la FEAR qui veut que les 16 personnes qui font partie de la FEAR soient des auteurs. Et moi je suis... ça m'effraie qu'il y ait 16 auteurs, parce que je me dis, parmi ces 16 personnalités, il y a obligatoirement des gens qui ont d'autres envies ou d'autres flèches à leurs arcs qui peuvent faire avancer la profession. Je crois que c'est tout le paradoxe de la professionnalisation qui formate aussi, en même temps qu'elle protège et qu'elle a fait avancer certains combats. Et j'aimerais vous faire réagir sur une tribune que vous avez forcément dû voir. Vous avez déjà évoqué la question des préfets. Ce qui a beaucoup surgi dans le débat ces 2 dernières années, c'est la diversité des réglementations selon les préfectures. Et je cite là une tribune qui est apparue en octobre 2021. Et qui est à l'initiative de Pierre Matonnier, le maire d'Aurillac. Je le cite et puis je vous invite à réagir si vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. L'interprétation différenciée des textes réglementaires, qui peuvent d'ailleurs sembler très disparates selon les départements, a créé une grande confusion et une réelle iniquité territoriale pour ceux qui œuvrent dans l'espace public.
Les acteurs de ce secteur demandent donc la création, je cite, d'une instance nationale composée de représentants des arts de la rue et des ministères de la Culture et de l'Intérieur, mais aussi d'experts indépendants. Donc il y a deux pans dans ma question. Il y a d'une part, est-ce que vous confirmez ce constat de cette disparité des réglementations, et d'autre part, est-ce que cette instance nationale vous semble aller dans le bon sens ? Pour moi, il y a une réglementation unique et des différences d'interprétation. Ça, c'est important à souligner. Nous, on a essayé de discuter avec la DGCA pour obtenir justement un dialogue qui soit constructif et avec une seule réglementation qui soit interprétée d'une seule manière. Et on nous a renvoyé au DRAC. Donc oui, il y a eu les préfets qui... Les DRAC qui sont de plus en plus soumises aux préfectures. Mais c'est ça. Et donc du coup, c'est les préfets qui ont décidé... Même dans certaines régions, pour avoir reçu des cartes de visite, il y a marqué DRAC et puis il y a marqué en dessous préfecture. Hein. Mais oui. Donc on est sur un avalement des DRAC par les préfectures. Effectivement, là, il y a eu une interprétation différente. On l'a vécu en Ile-de-France. Alors nous, on a eu un préfet qui a été extrêmement attentif à nos pratiques et qui nous a autorisé tout de suite, après la levée du confinement, à jouer et à travailler dans ce qui semblait être possible. Après le premier confinement. Deuxième. Après le deuxième. Bon, le premier, je pense qu'on était tous lessivés. Enfin, il s'est passé, on était tous largués. Il y avait tellement de choses à gérer. Mais le deuxième, comme nous, on était préparés, même les préfectures. Nous, on a eu un préfet qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a autorisés, tout ça. Et ça a été très très douloureux pour les autres qui n'ont pas pu agir. Nous, c'était au mois de mai, hein. C'est-à-dire que dès la sortie du confinement. Et les autres, ils n'ont pas joué avant juillet, septembre, avec des conditions très très restrictives. Et pourtant, c'est la même application de la loi. Donc effectivement, ça tient de l'humain. Et en même temps, c'est super. Pourvu qu'on soit encore dans des rapports humains. Moi, c'est ce qui me terrorise, ça serait certainement d'avoir parce que si on fait quelque chose d'unilatéral, on sera toujours dans le pire. Parce qu'on prendra toujours la décision, en fait, qui protégera. Le parapluie, à un moment donné, pour que personne ne soit responsable, ça sera la solution, pour nous, hein, la pire. Alors que quand on est dans de l'humain, ça se négocie. Il y a des franges dans lesquelles c'est possible. Alors évidemment, c'est inéquitable. Et en même temps, moi, ça me rassure. Voilà, on est encore dans une société où l'humain prime. Oui. Et par rapport à ce que vous disiez aussi sur la déclaration de Matonnier, c'est évident qu'on doit être invité. La déclaration est à l'initiative de Pierre Matonnier, mais elle est signée par 60 personnalités politiques. Exactement. Et en lien avec tous les CNAREP. Oui. Alors les CNAREP, c'est les Centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public, qui sont les 13, 14, on va dire 14 officiellement, même s'il n'y en a plus que 13 actuellement, centres nationaux qui représentent un type d'institution au sein des arts de la rue. Bien sûr, qui sont de moins en moins gérés par des artistes d'ailleurs. Il n'y en a plus qu'un. Normalement, il y en a deux, parce que Sauvageau est encore là. Oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, c'est exactement la même problématique quand il y a eu des aménagements avec des architectes. Et moi, j'aimais bien quand les politiques nous invitaient pour une place, pour réfléchir comment aussi transformer l'espace public pour qu'il devienne plus social et en même temps accueillant des spectacles. Parce que par exemple à Aubagne, on avait négocié qu'il y ait des briques réfractaires pour pouvoir faire du feu, parce qu'il y a une tradition de carnaval, etc. Et c'est aussi travailler aussi avec les architectes. Il y a eu une initiative qui s'appelait Un élu, un artiste, qui a donné une parution qui était assez passionnante. Parce que faire des arts de la rue, c'est aussi travailler avec le politique. C'est pour ça que j'aime bien ce que dit Alex, parce que on reste humain. Et nous, tout notre boulot a toujours été d'être en relation avec le politique, et même dans des villes de droite où ça me faisait toujours rire. Mais ça vous dérange pas de venir travailler dans une ville de droite? Je dis pourquoi Marseille était à gauche là récemment. Et voilà, donc c'est quand même très très important. Et sur cette idée d'instance nationale? Oui, non, peut-être. Ah mais moi je suis pour. Ah oui. Moi, je suis pour qu'il y ait cette réflexion. Après, j'ai aussi envie qu'on invite aussi les artistes.
Pas que en tout cas, dans la tribune, il est marqué des représentants des arts de la rue. Oui. Après, il faudrait voir quels représentants des arts de la rue. Les CNAREP, pour moi, ne sont pas des représentants. Pourquoi ? Parce que les CNAREP, c'est la fédération qui, pour moi, est importante au niveau de la représentativité. Parce qu'elle prend en compte non seulement les CNAREP, mais toutes les réalités. Et bien évidemment. C'est ça. Après, il y a eu peut-être une crise dans notre métier qui fait que la Fédé a été peut-être mis un petit peu de côté. Là, c'est en train de redevenir dynamique, etc. Et que les CNAREP sont en train effectivement ont été plus en relation avec les tutelles et qu'ils ont été peut-être plus représentatifs de notre profession. Mais si on doit avoir des représentants par rapport à ces démarches, bien évidemment qu'il y a les CNAREP, mais c'est la fédération qui doit être présente, parce que la fédération, comme son nom l'indique, fédère tout le métier. Les CNAREP, ça fédère qu'une partie du métier. Il faut toujours se méfier des gens qui ont l'argent. C'est-à-dire que ce que vous dites en filigrane, et vous avez le droit de me contredire, on va dire que c'est moi qui l'ai dit, mais les CNAREP représentent une partie plus politique des arts de la rue, tandis que la fédération englobe aussi les artistes, presque. Mais je pense que c'est les artistes qui sont politiques. Les artistes eux-mêmes. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de politique. Un point qui a été abordé par Alexandre Ribérol tout à l'heure et sur lequel j'aimerais revenir aussi, c'est le rapport entre la liberté de création et les pouvoirs politiques. Justement, vous parliez d'une espèce de formatage des spectacles, parfois du fait de la considération qu'a l'espace public dans les yeux des pouvoirs politiques. Est-ce que vous constatez, et c'est parce que ça m'a déjà été dit par d'autres secteurs artistiques, que dès lors que les pouvoirs politiques s'engageaient, ils attendaient presque quelque chose de plus cadré dans la forme et le fond de certains spectacles? Je ne sais pas si c'est l'institution qui attend ça. L'institution, elle fait son boulot. Après, le fait qu'elle irrigue des moyens publics sur la création fait qu'elle nous surveille quand même. Parce que tous les dossiers, ils partent au ministère, tous les dossiers, ils vont dans les DRAC, donc tout est lu. Donc ils ont une vue sur l'état d'esprit des créateurs du moment, et donc l'état d'esprit global de la création du moment. Après, je pense que c'est plus l'intermédiaire dont je fais partie qui n'a pas envie, enfin ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que n'a plus envie de ce combat ou de cette discussion âpre et même de risquer sa propre carrière, entre guillemets, son propre parcours professionnel au détriment d'un spectacle ou d'un artiste qui voudrait défendre, protéger, assumer. Quand on discute avec les maires, moi je me rappelle, et ça tombe bien parce qu'il y a Pierre, mais il y a un peu plus de 20 ans, on a programmé Pierre à Vigneux-sur-Seine, ça a été une engueulade avec 10 élus, mais une engueulade parce qu'ils ne voulaient pas de ce spectacle. Parce qu'il y avait une voiture de police qui était écrasée et qu'ils ne voulaient pas de ce spectacle. Et donc on a failli annuler un festival, et je vous assure... Juste pour la symbolique d'une voiture. Oui, pour la symbolique. Quel que soit le message derrière. On était dans une cité, tout ça. Elle était pas, c'est pas une voiture écrasée. C'est une voiture prise dans un piège à rats. Ouais. Pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais bon, non, c'est pas la même chose. L'image était quand même. Et sur ce spectacle, donc là, j'avais alors je vous dis ça parce que ça ne pourrait plus se produire aujourd'hui. Et donc moi, à un moment donné, j'ai pris tous les dossiers de toutes les compagnies. Qu'est-ce qui pourrait plus se produire? La censure? Ce que je vais vous raconter. Oui. Je ramasse tous les dossiers et je dis, ce festival n'aura pas lieu ou aura lieu sans moi. Et je sors de la salle. Et là, le maire fait, non, mais reviens, Alexandre. On s'est rassis, on a programmé Générique Vapeur. Et la vie, ça s'est tellement bien passé que Générique Vapeur est revenu l'année suivante avec un autre spectacle. Avec 2 voitures écrasées. Avec 12 voitures. Mais aujourd'hui, ça pourrait plus se produire. C'est-à-dire que cette discussion très âpre, très musclée, aujourd'hui, je partirais, je ferais mon dandy en disant, voilà, je m'en vais, vous ne m'aimez plus, je m'en vais, le gars me laisserait partir. Ça, aujourd'hui, c'est ça qui a profondément changé. Donc, on est obligé de vraiment négocier maintenant avec les élus cette bataille. Et aujourd'hui, vous mettriez votre démission en balance, il vous laisserait partir. Ah, mais moi, c'est... Non, mais contrairement à il y a 20 ans, il vous laisserait partir cette fois-ci. Oui, c'est-à-dire que là, je serais viré. Mais j'ai déjà été 2 fois, ça m'arrive, donc je sais ce que c'est. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus ça. Et cette professionnalisation a aussi assagi le discours, a aussi assagi l'enjeu
l'endroit où on doit être. Et en même temps, c'est vrai qu'avec le temps, aujourd'hui, il faut durer. C'est-à-dire que la question, c'est plus seulement de faire un acte de bravoure et de conquérir, c'est aussi de s'inscrire dans de la durée. Et que tout à l'heure, on en parlait en dehors du plateau sur l'idée de la transmission et de se dire quand même que nos métiers, il va falloir qu'on les transmette pour que dans 40 ans, 50 ans, il y ait encore des activités artistiques dans l'espace public et qui soient... Donc voilà, on est dans cet équilibre-là qu'il faut que l'on trouve. Oui, et puis ça pose aussi la question de l'importance de notre métier. C'est-à-dire que, je me rappelle de l'anecdote, bien évidemment, de la voiture de police. On est quand même dans une société où tout le monde va au cinéma, et le Français en particulier, qu'est-ce qu'il fait depuis le parc, quand on est petit, c'est Guignol. Qu'est-ce que fait Guignol? Il tape sur la gueule d'un flic toute la journée. Et on est sevré avec ça depuis qu'on est tout petit. Après, c'est quand on voit les films, on voit les bagnoles de flics qui, par dizaines et dizaines et centaines, qui sont bousillés et qui sont ridiculisés, etc. Mais nous, comme on est en vrai, de mettre une voiture noir et blanc, c'est-à-dire une vieille voiture, dans un piège à rats, c'est provoquer l'émeute. C'est quand même incroyable. Donc ça, moi, là-dessus, je suis plutôt rassuré. C'est vrai que jouer dans l'espace public, ça laisse un impact quand même aux spectateurs. Nous, on a des spectacles, des représentations où le public n'est pas complètement certain que c'est une représentation. Étant donné que c'est dans l'espace public, il y en a qui se font encore avoir et qui pensent assister à une scène lambda de l'ordinaire. Donc, c'est sûr que ça a un impact peut-être beaucoup plus fort et... il y a moins ce rituel avec les 4 murs, avec les chaises de cinéma, on éteint la lumière et tout. Là, on est dans le quotidien, on intervient dans le quotidien. Donc, pour cela, on est un peu plus libre et peut-être on a un impact un peu plus fort. Ma dernière question, le temps file. Quel chantier est à mettre en œuvre aujourd'hui pour votre quinquennat à venir ? Quel serait le chantier que vous voudriez mettre en avant, ou la perspective, ou peut-être soit un point dont on a parlé, soit un point dont on n'a pas parlé, mais vraiment qui vous semble essentiel à garder dans les mois à venir, à travailler, à améliorer? Alexandre? Ça serait certainement déjà de continuer à élaborer des lieux qui permettent la création, et donc d'avoir des lieux qui soient financièrement extrêmement épaulés. Je pense qu'il n'y a pas de grands artistes sans grosse production. Vous voulez d'autres CNAREP? Je pense qu'il en faut d'autres, et puis je pense qu'il faut qu'ils évoluent, ces CNAREP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont à l'échelle de leur territoire, mais ils ne sont pas à l'échelle du pays. Et donc, ça pose vraiment des questions. C'est-à-dire que les grandes aventures comme le Royal de Luxe, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à en générer beaucoup plus. Il faut qu'on donne des moyens aux artistes de réaliser leurs projets dans de très bonnes conditions. Parce que l'espace le nécessite. C'est-à-dire qu'on peut plus bidouiller dans cet espace. On l'a évoqué là pendant 3 quarts d'heure. Donc, on peut plus bidouiller. Donc, il faut les accompagner avec des vrais moyens et des compétences. Donc il faut qu'on crée des lieux beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Et le deuxième grand chantier qu'il faut qu'on mette en œuvre tous de façon collective, et c'est ce qu'a énoncé tout à l'heure Pierre, c'est la transmission. Ça me semble essentiel. Oui, c'est un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est que il y a eu cette première génération qui a un peu créé les arts de la rue tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui a conquis l'espace public, et aujourd'hui on est dans la deuxième génération qui arrive, et là il y a un enjeu qui est à venir de transmission. On voit que dans certains lieux ça se passe pas forcément très bien, donc il y a quelque chose à travailler. Oui, mais je crois que il faut pas non plus minimiser l'impact des arts de la rue. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les arts de la rue aussi, c'est qu'on a su rebondir. Parce que justement, je parlais d'intempéries. Et on sait rebondir. Vous avez évoqué 92, vous avez évoqué 2003, la sécurité 2015. Oui, mais par exemple, on parlait des marchés tout à l'heure. Nous, générique, nous ne pouvons plus jouer. On s'est dit, tiens, on va au marché. Donc je suis allé acheter un camion de marché, et nous avons fait du théâtre à emporter. Donc on a acheté des sertisseuses de boîtes, et on a découpé nos décors, on a découpé nos costumes, on a découpé tout ça, et on a mis tout ça en boîte. Et on allait faire les marchés, on a fait du théâtre emporté, et ça s'appelait Théâtre Truc, et ça a très bien fonctionné. C'est ça aussi les arts de la rue, c'est-à-dire qu'on
comme on aime notre public, on aime aussi ce que l'on fait, donc on réagit toujours. Alors, par rapport à la transmission, effectivement, c'est des choses qui fait son chemin. Et donc, nous, on a aussi revendiqué le théâtre de répertoire, c'est-à-dire que dans les arts de la rue, on a créé aussi un répertoire. Et donc, Générique va s'arrêter dans quelques années, le nom va disparaître, mais nos œuvres vont rester. Et donc, ce qu'on espère, c'est que les fameuses pièges à rats pour la police, ou des spectacles comme Taxi, ou des spectacles comme La Petite Reine, etc., qui ont fait œuvre chez Générique, soient repris par d'autres. Et ça prend bien le chemin de ça, d'ailleurs. Et Judith Pavard, votre chantier? Ah là là, moi il y a un truc auquel, on n'en a pas parlé, mais Laurent Wauquiez a supprimé 4 millions de subventions dans la région Rhône-Alpes. Donc on sent qu'il y a quand même une baisse des subventions au niveau de la culture. C'est dommage, il y a eu un effort de fait pendant cette pandémie. Et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a une espèce de marche en arrière qui est assumée. Donc nous, on revendique, on travaille sur un fonds de développement des arts de la rue, le FIDEP, qu'on a déjà présenté à la DGCA. L'idée, ce serait de doter en fait des compagnies à travailler in situ dans des zones blanches, dans des zones rurales, à développer en fait les arts de la rue, à développer l'art là où il y en a pas. Ça permettrait à pas mal de compagnies de pouvoir travailler, de créer du lien, le lien social, ce que l'on fait en grande majorité. Donc ça, c'est un des chantiers de la fédération. Voilà, le FIDEP, une sorte de FIC. Et puis, au niveau de la transmission, ouais, c'est sûr, on avait interrogé Arsena, nous, pour avoir une sorte de plateforme qui permette d'avoir en accès libre comme ça des œuvres, parce que ça nous paraît important, et je pense qu'Arsena a envie en fait de travailler avec Sotteville et de développer cette bibliothèque, cette vidéothèque, et je pense qu'il est temps en fait qu'il y ait une mémoire des arts de la rue et qu'elle soit. Donc on retrouve la transmission. Bon, ce sera le thème de la prochaine table ronde. Je vous réinviterai pour cette occasion. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Ma petite question finale que je pose à tous les invités qui viennent sur ce plateau, c'est un coup de cœur artistique récent, tout art confondu, que vous avez envie de partager. Alors, Judith Pavard, je commence par vous. Bon, moi, je suis restée dans les arts de la rue et j'ai vu un spectacle d'us et coutumes, qui maintenant commence à bien tourner sur le Rwanda, qui tout dépend du nombre de vaches. Et le spectateur est divisé en 2 groupes, les enfants et les adultes. Bon, moi, j'ai été naturellement avec les enfants et c'était très, très poétique, très beau, très bouleversant. Voilà, du théâtre d'objets avec Cyril à la guitare. Non, c'était très joli. J'ai pas vu les parents, j'ai pas vu les grands enfants, les adultes, qui sont venus nous rejoindre à la fin, mais je suis retombée un peu en enfance et j'ai trouvé ça beau et émouvant de reparler du Rwanda. On n'entend plus trop parler. Il y a pourtant des procès qui ont lieu en ce moment pour condamner justement ces dirigeants. Ça te laisse pas indifférent, ouais. Ouais, ça te laisse. Vous l'avez vu aussi. Ce spectacle ne laisse pas indifférent, ouais. Donc voilà, j'avais envie de. Très beau travail. Voilà. Pierre Berthelot, vous venez pas avec un spectacle. Non, mais je viens de lire ce bouquin et c'est un bouquin qui s'appelle Marseille brûle-t-il. C'est François Thomazeau, c'est un polar et c'est sur Marseille dans les années 38 et comment, grâce à des politiciens véreux, on se retrouve avec les nouvelles galeries qui brûlent. Et comment il explique ça, c'est assez formidable. Et aussi comment on se retrouve avec des pompiers, bien évidemment, qui étaient complètement désorganisés. Maintenant, c'est des pompiers qui sont des militaires. Et c'est à cause de cette anecdote. Vous me disiez que c'était à cause de ces événements-là que les pompiers sont devenus militaires. Voilà, absolument. Et la deuxième chose, c'est comment les Allemands, avec l'aide de quelques-uns, ont fait sauter le vieux port pour le détruire totalement, pour reconstruire, et qu'il y ait, entre autres, un ancien maire de la Ciotat qui se soit engrossé sur la bête. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce livre? Tout. Le fond et la forme. Tout, parce que d'abord c'est très bien écrit, puis moi, j'aime bien les polars, et puis j'aime bien ma ville, donc c'est bien aussi que ce soit mis à grand jour. Merci. Et enfin Alexandre Ribérol, votre coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, c'est une création toute récente qui est Brèche de la compagnie Alixem par Alixem.
Et je trouve que là se jouent des enjeux qui sont extrêmement contemporains. On en parlait tout à l'heure, entre ces jeunes, cette nouvelle génération qui veut faire œuvre, et là il y a œuvre, il y a une esthétique, il y a une dramaturgie qui s'écrit, qui a une vraie logique de représentation, et en même temps un propos qui tente à nous éveiller, à faire dans nos esprits la pénétration de réflexions subversives ou pas, mais qui nous confronte et qui, dans la logique, devrait aussi jouer son rôle de catharsis, dont certains spectacles font vraiment le jeu, quoi, et la nécessité. Enfin, on vient quand même d'actes qui se passent dans l'espace public, donc si on remonte très peu en arrière, du carnaval à la représentation aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène-là qui se joue dans nos métiers et sur nos places. Merci encore à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous exposer un peu les problématiques des arts de la rue aujourd'hui. Merci à Tony et Yvan à la réalisation. Merci à mes collaborateurs Hugues Noirtin, Maëlys Gelin et Marina Tavares, à notre directrice de production Marine Chantegrel, à notre producteur Clément Monnier. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir sur nos réseaux. Nous sommes un média indépendant, nous avons besoin de vous pour vivre et survivre. Bonne journée à tous.